Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Bénévoles. Avec nous ce soir, donc Ostrak. Bonsoir tout le monde. On a également ce soir notre ami des Sixers de Philadelphie, Casifo. Bonsoir à tous. Et puis, bien sûr, notre fan du Thunder d'Oklahoma City. Devant l'éternel, j'ai nommé Torius Salut à Junior. tous. Voilà. Et puis moi, votre serviteur, bien Mister Triple Double. Voilà, donc vous avez l'habitude, hein, on vous retrouve pour ce troisième numéro des Bénévoles, après le deuxième qu'on avait fait pour l'Euro. Au sommaire ce soir, donc, on va beaucoup parler et j'espère débattre de la Free Agency donc 2011 après ce terrible lockout qui nous a privés du début de saison. Et puis on essaiera de faire quelques petites previews au niveau des différentes équipes. Voilà, de voir un petit peu qui sont les gagnants, les perdants de cette intersaison et puis d'aborder différents thèmes. On va vous laisser découvrir ça durant l'émission, tout simplement pour évaluer les forces en présence. Voilà, alors on va démarrer, messieurs, tout de suite dans le vif du sujet, en essayant d'être le plus complet possible. Et j'ai envie de démarrer avec cette question un petit peu provocatrice. Est-ce que les Clippers vont avoir un meilleur bilan en saison régulière que les Lakers durant cette saison? Est-ce qu'ils vont finalement pouvoir aller plus loin que les Lakers après le transfert effectué pour Chris Paul? Alors je vais, pour se faire donner la parole à Ostrak. On commence avec une question assez difficile, hein, puisque on a clairement des Clippers qui se sont améliorés avec l'arrivée dans l'All-Star et en des top 3 au niveau de la main en NBA à l'heure actuelle. Et à côté de ça, ils ont également signé Butler et ils ont encore Griffin. Maintenant, la grande question sera certainement de voir l'état de santé justement de ces trois joueurs-là, puisque Paul a été sujet à de nombreuses blessures par le passé. Griffin, on sait bien qu'il a raté sa première saison, et Butler sort d'une saison presque vierge. Donc à ce moment-là, ça devient un peu compliqué s'il y a des blessures, surtout que les rotations au niveau du banc vont être assez limitées, vu qu'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs, et je trouve que le transfert leur a fait perdre quand même quelques arguments de points, puisque Gordon était en All-Star en devenir, Aminou était un bon petit joueur assez jeune, et surtout le pick de Minnesota, le first round qui pouvait être assez primordial pour la prochaine draft qui s'annonce très élevé. Donc voilà, sur le transfert en lui-même, je reste assez mitigé. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que les Clippers vont avoir un meilleur bilan que les Lakers? Je dirais non, simplement parce que au niveau des Lakers, ça reste quand même la meilleure paire intérieure de la ligue avec Bynum et Gasol. On a encore Kobe Bryant, toute son expérience, et voilà, même s'il y a la perte de Lamar Odom et de Shannon Brown, ça reste quand même une excellente équipe. Et même si tout le monde les voit se faire ramasser cette année, je crois que l'expérience va parler. Et les Lakers finiront encore premier, voire deuxième de la conférence Ouest, pour, pour mon avis. Voilà. Ok, 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 d'accord. On va enchaîner avec l'avis de Casifo sur ce thème. Concernant le transfert, je suis assez d'accord avec Ostrak dans la mesure où Spurs me semble assez, pardon. Cependant, en un été, je pense que la mayonnaise va mettre un peu plus de temps à prendre. Je pense également que Chris Paul va mettre un peu de temps à s'acclimater. Paul Griffin, selon moi, donnera sa pleine mesure la saison prochaine, mais cette année, selon moi, il est tôt. Par part, j'approuve Ostrak dans la mesure où, selon moi, les Lakers ne sont pas finis, loin de là. Kobe Bryant peut faire une année hors du commun. Pau Gasol a montré de l'Euro qu'il était toujours un joueur incroyable. D'autre part, Andrew Bynum a dû passer un été assez compliqué à entendre son nom pardon, tout le temps dans les rumeurs de transfert. Donc je le vois bien faire une saison assez revancharde. D'autre part, je D'accord, sens que... donc pour toi, quasi, hein, les Lakers resteraient vraiment devant les Clippers, hein. Ah oui. D'accord, d'accord. Je te laisse enchaîner, hein, y a pas de souci. Voilà. Donc j'ai tout dit. Ok, alors on va enchaîner avec Notorious, hein, pareil, la même question. Pour rejoindre Ostrak et Casifo, je pense également que les Lakers finiront dans les Clippers parce que déjà il y a l'expérience, Kobe, Gasol, ça fait quand même pas mal d'années en NBA. Ils ont gagné 2 titres ensemble, Kobe plus.
Et ils ont beau avoir perdu Lamar Odom, c'est possible Artest se révèle en 6e homme, vu que Barnes est annoncé titulaire. Après, les Clippers, c'est clair que sur le papier, ils ont une équipe plutôt sympa, mais ils ont perdu pas mal de bons joueurs, Eric Gordon, Aminou, Kaman. Et Kaman, c'était une bonne rotation pour le secteur intérieur. Maintenant, il reste plus grand chose sur le banc. C'est vrai que du côté des Lakers, même si c'est pas non plus le meilleur de la ligue, c'est quand même pas mal. Donc je pense que l'équipe des Clippers c'est encore trop jeune. Peut-être que dans 2-3 ans elle sera devant, mais il faut encore que les automatismes prennent entre Chris Paul et Griffin. Et je pense pas que c'est en 2 semaines, 3 semaines que ça va venir. Donc il va y avoir un petit temps d'adaptation. Et je pense qu'ils feront les playoffs, mais ils seront pas devant les Lakers pour moi. D'accord, bah écoutez, moi messieurs, je partage votre avis. Je pense que les Lakers seront quand même devant lors de cette saison, mais les Clippers se sont grandement renforcés et je pense que cette année on aura vraiment droit à une vraie rivalité entre les Clippers et les Lakers, peut-être pour la première fois hein, avec les deux équipes de Los Angeles qui vont quasiment être au top. Donc voilà, notamment donc le trade de Chris Paul, vous l'avez dit, qui vient renforcer cette équipe des Clippers et en même temps qui a perdu Eric Gordon. Et là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Gordon, les Clippers auraient pu le garder, hein, parce que la NBA n'avait plus un seul interlocuteur en tant que propriétaire des Hornets. C'était les Clippers qui pouvaient satisfaire leur demande après le trade avorté avec Los Angeles. Et les Clippers auraient très bien pu garder Eric Gordon, mettre Eric Bledsoe dans la balance, toujours mettre ce fameux pic de Minnesota hein, que les Hornets voulaient absolument, avec Keyman, avec donc le même package. Et je pense vraiment là par contre que ça aurait changé la donne avec un 5 composé donc de Paul, de Gordon, de Caron Butler hein, qui a été recruté à l'intersaison, plus dessous donc Griffin et DeAndre Jordan qui a été re-signé à un gros prix quand même. Hein. Mais bon, c'était peut-être il fallait peut-être passer par là juste pour pouvoir avoir un pivot en devenir, qui est DeAndre Jordan. Donc du coup, on a une équipe des Clippers qui s'annonce costaud, qui va sûrement faire les playoffs, mais sûrement pas peut-être devant les Lakers, même si les Lakers paraissent affaiblis au suite de cette intersaison, vous l'avez dit. Voilà messieurs, j'aimerais qu'on enchaîne maintenant sur Dallas. Dallas est-il capable tout simplement de réaliser le doublé, le repeat. Voilà, alors on va peut-être démarrer avec Notorious, tiens. Allez, c'est parti. Bah, le repeat, comme chaque année, pour chaque équipe qui gagne le titre, ça va être assez compliqué quand même. Parce que c'est vrai qu'on les attendait pas du tout quand même, Dallas. Et ils ont fait un parcours exceptionnel, mais je pense que ce sera quand même difficile. Mais ils vont pas laisser leur titre facilement. Je les vois facilement en finale de conférence, finir peut-être embêté Oklahoma. Mais ils sont bien renforcés quand même. Lamar Odom, c'est un argument de poids pour conquérir un autre titre. Vince Carter, c'est un peu l'énigme. À mon avis, je pense pas qu'il apportera beaucoup, qu'il sera vraiment décisif, mais on sait jamais s'il retrouve ses jambes de quand il avait 20 ans. Après, ils ont perdu JJ Barea, mais ils ont recruté Delonte West tout de suite derrière. Qui perdent pas vraiment aux chances, je pense. Que Barea, je pense que c'était plus un one-shot et qui refera pas non plus 2 saisons comme il l'a fait. Après, là où ça peut coûter le titre, c'est au niveau du secteur intérieur, parce qu'ils ont quand même perdu Chandler, ce qui est pas rien. Et ils ont pas recruté pour l'instant derrière, donc ça fait une rotation avec Haywood et Miami. Donc ça reste un peu léger à l'intérieur, mais à mon avis, ils seront facilement dans le top 4 en saison régulière et faudra compter sur eux pour les playoffs. Alors la petite info du soir, hein, Notorious, c'est ils vont sûrement recruter Sean Williams, l'ancien joueur des Nets de New Jersey, le bloqueur fou, hein, qui était au Maccabi Tel Aviv et qui va sûrement tomber dans l'escarcelle des Mavs pour renforcer un petit peu le secteur intérieur. Voilà, et puis on parle aussi, hein, ce sont des bruits de couloir, de Samuel D'Alembert, toujours.
Voilà, donc on va peut-être maintenant laisser la parole à Casifo, toujours sur le même thème. Là, je suis assez sceptique dans la mesure où, selon moi, l'année dernière, ce fut l'année avec un grand L, dans le sens où Dallas a joué parfaitement bien, de manière efficace, structurée, hiérarchisée. Or, cette année, selon moi, le problème du fameux Dizes Off-More peut poser à cette équipe, dans le sens où Jason Terry, Sean Marion peuvent éventuellement vouloir dépasser leurs fonctions et poser problème à la cohésion de l'équipe. Mais je les vois comme Notorious aller très loin en conférence Ouest, mais je ne les vois pas faire le back-to-back. D'accord, très bien. Ostrak, ton avis? Je rejoins un peu l'avis de Casifo et Notorious, en sachant que je ne les vois pas non plus refaire le repeat, puisque l'année dernière, comme l'a dit Notorious, ils ont fait un peu l'année parfaite, on les attendait pas du tout à ce niveau-là. D'ailleurs, quand ils ont affronté les Lakers en demi-finale de conférence, tout le monde disait que les carottes étaient déjà cuites pour les Mavericks, et finalement, on a vu le résultat en sweep. Mais bon, voilà, cette année, je crois que ça va être un peu difficile, notamment à cause de la perte de Chandler qui, au niveau du rebond et au niveau défensif, faisait beaucoup de bien. On en a peu parlé, mais il y a aussi la perte de Fernandez et de Brewer qui, sur la ligne arrière, faisait quand même du bien en sortie de banc. Et voilà, en plus, Bon, l'effectif ne se rajeunit après, ils pas, n'ont hein. pas joué une minute, hein. Ouais, mais Après, ce sont deux joueurs qui n'ont pas joué une minute encore. ils auraient pu faire du bien en tout cas, parce que Fernandez, il a un bon shot, et Brewer, moi, bon, voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément, parce que dans son passé, il a montré de belles choses, et je crois qu'ils étaient un peu sous-cotés à Dallas. Mais voilà, c'est des joueurs qui auraient pu apporter, et je crois que récupérer par exemple Vince Carter en retour, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'ils auraient pu faire, parce que Vince Carter, ok, il a son expérience, ça reste un joueur correct, mais voilà, j'ai un peu peur qu'au sein de la cohésion de l'équipe, ils viennent un peu jouer les troubles faits. Donc maintenant on verra, mais voilà, je crois pas non plus qu'ils sont en route pour le repeat cette année. Ah bah écoutez, moi je les vois pas forcément encore être champions, mais en tout cas, arriver de nouveau en finale NBA, bah, j'y crois vraiment. Je vois pas qui à l'Ouest pourrait les sortir, à moins d'une année, d'une grosse année du Thunder, avec une année d'expérience en plus. Sinon, je les vois encore sortir de l'Ouest pour la simple et bonne raison que recruter Lamar Odom, qui était l'un des 3-4 joueurs capables de défendre sur Nowitzki, le mettre dans la même équipe, soit dans le 5, soit en sortie de banc, comme il faisait avec les Lakers, va apporter un gros plus à cette équipe. Alors, la perte de Chandler pour le moment est pas totalement compensée au niveau défensif. Maintenant, sur le papier, l'équipe de cette année me plaît plus que l'équipe de l'année passée. Puisque Bunner s'est blessé en janvier, il n'a pas participé du tout, donc avec l'ajout de Carter en plus, on va pouvoir enfin donner sa chance à Rodrigue Bobois, qui va à mon avis pouvoir être au niveau de JJ Barea, je pense, sans problème. Donc derrière, oui, il y a une petite faiblesse au niveau intérieur, mais je pense que pour sortir de la conférence Ouest, il va falloir encore être costaud pour pouvoir abattre les Mavs, hein. Voilà, en plus, la reco de Lonté West, vous l'avez signalé aussi. Voilà, alors si en plus d'aventure, ils arrivent à recruter Samuel D'Alembert, là, je pense que il y aurait de quoi vraiment en parler, même pour le titre. Voilà, et bien justement, on va peut-être changer de conférence et partir du côté de la Floride, où se trouve le Heat de Miami, avec LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, le Big Three de Miami. Alors, est-ce que selon vous, messieurs, ce sera la saison de la rédemption avec le titre au bout, le premier titre pour LeBron James? On va commencer avec Casifo là-dessus. Je pense très clairement que cette année, c'est l'année ou jamais pour Miami, dans la mesure où cette année, ils ont une année d'expérience en plus par rapport à la saison dernière. Ils ont le goût de l'échec de la saison dernière. Faut pas oublier que la saison dernière, ils sont passés à, selon moi, un quart-temps bague, dans la mesure où s'ils gagnent le match 2, selon moi, ils gagnent la bague. Donc je les vois aller encore très haut cette année. Et pour moi, c'est l'année ou jamais pour eux. Comme cela a été dit dans le show d'ESPN que Oz nous a fourni. Ok, Notorious? Je pense pas que ce soit l'année ou jamais, mais en tout cas, ils ont tout intérêt à gagner dès cette année. Beaucoup d'analystes ont dit que ce sera l'année prochaine parce que ils auront trouvé une vraie cohésion de jeu.
Après, la vraie énigme, c'est LeBron James qui a été vraiment fantastique pendant les 3 premiers tours des playoffs et qui s'est complètement écroulé dans les quatrièmes quart-temps des finales. Donc ça reste un gros joueur quand même. Donc en saison régulière, je les vois vraiment très très forts. Après à l'Est, je vois pas qui pourra les arrêter. À moins Chicago pourra venir les embêter, mais parce qu'eux aussi auront une année de plus d'expérience entre eux. Mais après, ça me semble quand même inévitable qu'ils iront en finale de conférence. Après, est-ce qu'ils seront capables d'éliminer les Bulls? Ça, on verra avec quelques matchs de saison régulière et surtout en playoff, l'état physique de chaque joueur. Après, il faut qu'ils le gagnent cette année, sinon les critiques elles vont encore plus fuser. Ils auront plus l'excuse qu'ils n'ont pas joué assez de temps ensemble. Donc, à Ouais, mon grosse avis, pression sur le hit. ouais, c'est grosse pression. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à gérer? LeBron dit que les critiques ça l'affecte pas. Donc, on verra bien sur le terrain. Mais je les vois quand même comme des sérieux prétendants. C'est inévitable. D'accord. Ostrak? Alors pour ma part, j'en fais clairement les favoris au titre. Bah, déjà d'une part, simplement parce que, comme on l'a dit, il va y avoir une cohésion, une certaine cohésion qui sera là en plus par rapport à l'année dernière. Et puis aussi bah, deux renforts qui vont faire énormément de bien, je crois, puisqu'on a notamment Shane Battier et Eddie Curry qui arrivent à Miami. Et bon, bah voilà, tout le monde connaît le pédigré de Shane Battier. En défense, c'est quand même quelque chose pour s'en défaire. Eddie Curry, je crois que c'est quand même en plus gros potentiel que Joel Anthony qui, bon, bah, qui était là pour prendre des rebonds et mettre deux trois comptes par match. Mais voilà, je crois qu'Eddie Curry va pouvoir apporter un peu plus de présence sous l'anneau. Et ça leur fera pas de mal. C'est clairement ce qui leur manquait. Et donc voilà, au vu de leur effectif, clairement, pour moi, ils sont favoris. Maintenant, je crois que la grande faiblesse, ce sera encore Spoelstra, ce sera le coach. Parce que, ben voilà, pour moi, il n'a pas la carrure d'un coach. Il n'a pas la carrure d'un coach pour coacher une équipe avec trois superstars comme ça. Et ben, le jour où on l'aura compris du côté de Miami, qu'on changera de coach, ben, je vois pas comment on pourrait les arrêter. Ok, très bien. Bah écoutez, pour moi, je vais rejoindre un petit peu Ostrak, en tout cas en partie. Alors pas sur Eric Spoelstra, parce que je pense que c'est quand même un coach qui a des compétences et qui pourra être champion avec cette équipe. Mais je les vois clairement bah, tout simplement gagner le titre cette année. Comme Casifo l'a dit, ils ont le goût de la revanche. Ils vont revenir encore plus fort avec des automatismes supplémentaires. Et puis l'ajout décisif pour moi, c'est celui de Shane Battier, qui est vraiment un leader dans les vestiaires. Il manquait peut-être de vétérans dans cette équipe, de vétérans avec une voix qui porte. Et Shane Battier en est vraiment un. Défensivement, c'était déjà très fort l'année passée. Je crains que ça devienne vraiment monstrueux pour les adversaires, notamment sur demi-terrain. On l'a vu dans la série avec Chicago, dans la série face à Boston, quand le Heat monte son niveau défensif, ça peut faire très 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 mal. Et là, cette année, je les vois vraiment arriver au bout tout simplement, parce que mentalement, ils vont faire le deuil de cette saison. Voilà. Je vais peut-être laisser la place la parole à Casifo qui voulait rajouter quelque chose. Dans le hit, je suis d'autre part, comment dire, légèrement sceptique dans la mesure où passer de numéro 2 à numéro 1, c'est quelque chose de très compliqué en NBA. C'est assez rare qu'un finaliste réussisse l'année d'après à être champion. On a vu les Lakers le faire en 2008 et en 2009. Après leur défaite contre Boston en 2008, ils ont pu être champions en 2009. Mais avant les Lakers de 2009, il faut remonter au Détroit de 88 qui a perdu contre les Lakers avant de gagner en 89 en fait. Donc je pense que Oui. passer de numéro 2 à numéro 1, c'est quelque chose de très compliqué et je suis curieux de voir comment le Heat va y parvenir. Très bien. Eh bien, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le hit de Miami, hein. Vous comprenez, on en fait clairement l'un des favoris de cette saison, un peu comme tous les insiders hein, qui suivent de près. On va maintenant vous parler de deux autres équipes hein, qui pourraient, pourquoi pas, aller chatouiller le Heat. Alors, pour la conférence Est, on va parler de Chicago, justement, les Bulls. Est-ce qu'ils vont enfin accéder au final NBA avec l'ajout de Richard Hamilton? Et puis, on va parler du Thunder d'Oklahoma City. Est-ce que malgré leur jeunesse, avec un an de plus, ils vont pouvoir tout simplement gravir cette marche supplémentaire?
et enfin atteindre la finale NBA. J'aimerais entendre Notorious peut-être sur Oklahoma City d'abord. Bah, Oklahoma, je les vois, pour moi, je les vois en finale. Bon, après, c'est peut-être mon côté supporter qui parle, mais c'est vrai que là, chaque année, ils franchissent une étape. Ils étaient 8e il y a 2 ans en saison régulière et première playoff pour eux. Et ils ont quand même embêté les Lakers. L'an passé, bon, c'est vrai qu'ils ont joué Denver et Memphis, qui sont pas les deux plus gros à l'Ouest, mais on a quand même fait les finales de conférence. Et ils n'ont pas fait non plus de la figuration contre Dallas. Ils auraient pu gagner encore un match de plus, voire deux, sans cette jeunesse justement. Après, moi, je les ai mis sur le forum, dans le topic des prévisions, je les ai mis en finale. Je pense sincèrement qu'ils peuvent y aller. Après, la clé, ça restera Westbrook. Est-ce que il va arriver, il va être moins soliste? Est-ce qu'il va moins oublier Kevin Durant dans les quatrièmes quart-temps? Et est-ce que Kevin Durant aussi pourra prendre ses responsabilités? Je pense qu'ils en sont capables. Surtout qu'on a vu Perkins assez en forme hier, qui a fait 8 points, 8 rebonds en seulement 22 minutes. Donc c'est que de la pré-saison, mais c'est quand même assez encourageant. Ibaka, il a tout pour être le meilleur défenseur de l'année, si ce n'est Dwight Howard qui est en face de lui. Après, moi je les vois vraiment aller en finale. Après, j'ai pas voulu les mettre champions parce que je pense qu'ils sont encore un peu jeunes, mais si c'est pas cette année, dans les 2 ou 3 prochaines années à venir, je pense sincèrement qu'ils vont gagner un titre. Il n'y a pas eu de bouleversement majeur durant cette intersaison pour Oklahoma City, si ce n'est de petits échanges Non, ouais, pour le draft, etc. l'acquisition de Lazar Hayward en backup de Kevin Durant contre 2 seconds tours de draft et Robert Vaden, et la draft du point guard Reggie Jackson. Donc ils misent sur la constance et gardent le même effectif que l'an passé, et je pense que c'est tout bénéfique pour la saison à venir. Très bien. Et bien maintenant, on va peut-être parler un petit peu des Bulls de Chicago avec Ostrak. Bon, au niveau des Bulls, je suis un petit peu mitigé puisque l'année dernière, j'en avais fait un peu mes favoris au vu de leur saison régulière et puis finalement, ils ont été se faire balayer 4 ans par Miami en finale de conférence en ayant en plus l'avantage du terrain. Donc voilà, je suis assez sceptique sur Chicago. La grosse énigme restera certainement Boozer comme l'année dernière, hein, puisque ils ont donné un gros contrat en plus à Carlos Boozer. Et j'ai un petit peu peur qu'ils se soient entêtés là-dedans pour les 4 ou 5 prochaines années avec ce contrat qui risquerait quand même de faire mal. Parce que voilà, il apporte pas ce qu'on lui demande, ce qu'on peut attendre de lui. Et Rose a beau être extraordinaire, voilà, je crois qu'à lui tout seul, il arrivera à rien. Et donc voilà, c'est assez dommage ce choix de Boozer, même si dans l'absolu, ça restait un bon choix. C'est à lui de montrer qu'il vaut son contrat et qu'il peut porter les Bulls jusqu'aux portes de la finale et du titre. Mais voilà, pour moi, ça va être difficile tant Miami me paraît en ton au-dessus cette année. Et donc voilà, pour Chicago, ça paraît difficile. Ok. Alors quasi faux sur l'une des deux équipes ou les deux équipes, comme tu veux. Tout a été dit. Voilà. Moi, je vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est que les Bulls sont vraiment essaient vraiment de construire leur équipe par petites touches. Là, on a clairement ciblé le poste 2. Le propriétaire avait ciblé le poste 2 à la fin des playoffs en fustigeant un peu Keith Bogans, comme quoi il était trop défenseur et que ça libérait pas assez Derrick Rose en attaque. On a vu que la défense de Miami s'était clairement adaptée sur Rose durant les playoffs. Et là, on vient faire venir Rip Hamilton, qui est un joueur qui peut être vraiment complémentaire avec le jeu de Derrick Rose, dans le sens où il fait vraiment, c'est un joueur de catch and shoot. Donc Rose pourra lui ressortir des ballons à mi-distance, c'est quelqu'un qui utilise très bien les écrans. Donc ça m'étonnerait pas de voir coach Thibodeau vraiment faire 2-3 systèmes pour lui en sortie d'écran
pour pouvoir utiliser les talents offensifs de Richard Hamilton. Surtout qu'en défense, c'est un joueur qui peut vraiment se mettre au niveau. Maintenant, ça sera quand même dur d'aller chercher le Heat de Miami. Mais bon, clairement, ça reste pour moi la finale de conférence Est entre ces deux équipes. Voilà. Donc, petit ajout d'Ostrak là-dessus. Ouais, donc pour revenir un peu sur Oklahoma City, pour moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais le gros problème, ça reste quand même Westbrook, hein. Autant j'étais en fervent supporter au début de sa carrière, je le trouvais dynamique, il est capable d'aller mettre des dunks sur trois joueurs, mais voilà, c'est juste pas le joueur qu'il faut à Oklahoma City, parce que voilà, au niveau du scoring, ils ont déjà Kevin Durant, enfin voilà, ils ont une panoplie de joueurs qui peut faire mal. Au niveau du scoring, il y a aussi Harden qui peut faire mal. Enfin voilà. Et Westbrook n'est pas du tout dans ce rôle de meneur. C'est plus en poste 2, muté au poste de meneur de par sa taille. Et donc voilà, je crois que le jour où Russell Westbrook sera parti contre un joueur qui est plus dans un style de passeur comme Steve Nash par exemple, mais qui offensivement peut aussi apporter, ce jour-là, je crois que Oklahoma City sera vraiment très très dur à battre. Mais voilà, pour moi, le gros poison, ça reste Russell Westbrook. Et c'est pour ça qu'il y avait une rumeur de transfert entre Westbrook et Rajon Rondo, hein, d'ailleurs, durant cet été, qui n'ont pas abouti, chacun restant dans sa franchise. Voilà, on va justement, en parlant de Rondo, on va enchaîner sur les Celtics de Boston. À coupler ça avec San Antonio, les Spurs. Est-ce que ces deux clubs, finalement, sont pas rentrés, j'ai envie de dire, si on prend une métaphore économique, en récession, en fin de cycle, et que la fenêtre d'opportunité, c'est pas fermé pour ces deux équipes, hein, clairement. Notorious? Moi, je pense que là, ça va être compliqué pour les deux équipes. Un peu plus optimiste pour Boston parce qu'ils ont encore, ils ont encore le Big Three, même si il est plus aussi opérationnel qu'il y a 2-3 ans. Rondo reste une énigme un peu, capable du meilleur comme du pire. Après, l'intersaison leur a fait mal, surtout que Jeff Green jouera pas de la saison à cause d'un problème au cœur. Donc ça va vraiment leur peser, surtout en sortie de banc pour faire souffler Pierce et Garnett. Parce que derrière, y a Brandon Bass, Will Cox, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ils feront les playoffs sans aucun souci parce que la conférence Est est beaucoup moins rude que la conférence Ouest. Mais je les vois décliner petit à petit. Et pour parler de San Antonio, je suis un peu moins optimiste parce que Duncan est clairement sur la fin. Je pense que c'est sa dernière saison, si ce n'est l'avant-dernière. Ginobili rend encore des services, il est encore très bon, mais il faut pas oublier qu'il a 34 ans. Ensuite, Parker est un peu seul, ils ont perdu George Hill à l'intersaison. Kawhi Leonard peut apporter quelque chose, mais ça reste un rookie, il va pas non plus révolutionner le jeu de San Antonio. Et ensuite, il y a eu Jefferson qui aurait dû être coupé, mais qui finalement l'a pas été parce qu'il faut de mieux. Donc San Antonio, je pense qu'ils feront les playoffs cette année, mais ça va être de plus en plus compliqué pour eux d'arriver à les faire au fur et à mesure du temps. D'accord. Quasi faux sur Boston et San Antonio. Je suis assez. Je pense qu'ils peuvent retourner, ils peuvent faire des exploits, notamment en raison de leur Big Four, parce que je pense que Rondo, Allen, Pierce et Garnett peuvent, peuvent dans un dernier barreau d'honneur, retourner au final NBA. D'autre part, comme Notorious l'a dit, la conférence Est est moins relevée que l'Ouest, donc je les vois bien régner sur la division Atlantique, prendre une des 3 premières places de la saison régulière, s'assurer un premier tour de playoff relativement évident, et ensuite y aller au cœur jusqu'au final NBA. Concernant San Antonio, comme Notorious, je suis beaucoup plus. Je ne les vois pas. Je les vois aller en playoff avec beaucoup de difficultés, lâcher énormément de gaz en saison régulière, et le premier tour des playoffs risque d'être fatal pour eux, à mon plus grand regret.
Voilà, et Ostrak, bah, toujours pareil sur le même thème. Hein. Pour ma part, c'est clairement deux équipes mais qui sont sur une fin de vie et qui cette année, bon, on va les voir s'éteindre tout doucement, notamment surtout à cause de la saison hein, qui va être très, très rythmée au vu de l'âge des effectifs, aussi du manque de rotation, hein, puisque comme l'a dit Notorious, notamment du côté de San Antonio, on a perdu George Hill. Du côté des Celtics, c'est pas flamboyant non plus le banc. Donc voilà, pour moi, ça va être très très compliqué pour eux. Et honnêtement, je serais pas surpris non plus qu'ils se fassent sortir dès le premier tour des playoffs. Et de toute façon, si ça va plus loin, ça ira pas très très loin parce que Boston, s'ils tombent contre Miami, leur vitesse va juste les étouffer. Et voilà, par exemple, contre une équipe comme Miami, Boston ne pourra rien faire. Et San Antonio contre Oklahoma City, par exemple, ils pourront rien faire non plus simplement parce que voilà, ils sont trop vieux. Et ces deux équipes qui vont s'éteindre et qui vont bientôt penser à reconstruire s'ils ne doivent déjà pas y penser maintenant. Voilà, bah moi je rejoindrais un peu Casifo, notamment sur le cas des Spurs. Hein, ils sont clairement en fin de cycle. On commence petit à petit à renouveler l'effectif. On est clairement dans une période de transition. On a vu l'année passée qu'on a fait venir Thiago Splitter. Il va peut-être être meilleur cette année. On lui a donné quelques miettes l'année passée. Là, peut-être que cette année, il va peut-être enfin prendre la pleine mesure de ce qu'il peut faire. Kawhi Leonard, c'est un vrai pari parce que Georgie il était quand même bien hein, en relais de Parker à la main ou en poste numéro 2 quand on faisait jouer le backcourt ensemble. Maintenant, c'est vrai que Ginobili, surtout Duncan, arrive vraiment au crépuscule de leur carrière. Et bon, voilà, c'est vraiment clairement une équipe qui va passer la main, qui est clairement un club en transition. Concernant Boston, ils vont encore essayer, j'ai envie de dire, avec une expression de jouer le bout de gras cette année, hein, parce que Boston, sur une série de playoffs, ça reste solide. Avec le trio majeur, plus Rondo, Brandon Bass, pour moi, qui est une bonne recrue par rapport à Glenn Davis, je le trouve meilleur, soit en défense ou en attaque, je trouve que c'est quelqu'un qui peut apporter. Le gros coup dur, ça reste, comme Notorious l'a dit, Jeff Green, hein, le problème cardiaque. On avait misé beaucoup du côté des Celtics sur Jeff Green dans le futur, et notamment cette saison, le système avait été élaboré pour lui hein, de la part de Doc Rivers. Et là, sans lui, voilà, on va rester peut-être un petit peu sur la fin. Et l'impact d'une saison à 66 matchs pour ces deux clubs, à mon avis, va être difficile à gérer. Et j'ai peur qu'ils arrivent vraiment en play-off sur les rotules. Voilà. Voilà pour ma part. Et bien, pour concurrencer justement les Celtics, on va peut-être parler des Knicks de New York, hein, qui ont beaucoup fait parler d'eux à l'intersaison. Messieurs, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur les Knicks. De quoi sont-ils capables avec ce nouvel effectif? J'aimerais peut-être commencer avec Casifo. Concernant New York, je suis partagé. Parce que pour moi, l'acquisition de Carmelo Anthony en février a été une erreur. Je pense que sacrifier une partie de leur effectif pour ce joueur-là n'est pas nécessaire. D'autre part, le recrutement de l'été n'a pas été, pour moi, n'a pas été efficace. La perte de Billups risque de se payer cher. Chandler, curieux de le voir jouer avec son nouveau contrat à New York, etc. Je suis curieux de le voir. Donc New York, selon moi, je ne les vois pas aller beaucoup plus loin que la saison dernière. Faire les playoffs, certes, faire éliminer au premier tour avec les honneurs. D'accord. Ostrak, sur les Knicks? Je rejoins un petit peu l'avis de Casifo, puisque bon voilà, l'ajout majeur de l'équipe c'est Chandler, et je crois pas qu'il puisse peser suffisamment sur l'équipe que pour dire de vraiment monter le niveau de jeu par rapport à l'année dernière. Et même si la doublette avec Stoudemire sera assez intéressante dans la peinture, je crois que le fait de couper Chelsea Billups, ça a quand même été une erreur. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça, alors que voilà, Billups, ça reste une valeur sûre. Et donc voilà, je rejoins Casifo. Je crois qu'en premier tour de playoff suffira à leur élimination. Et si jamais ils arrivent à s'extirper, aux demi-finales de conférence, ils devraient sauter assez rapidement, je crois. Notorious, tu rejoins les deux? Ouais, complètement.
Sur le papier, c'est clair que le 5 majeur, il est pas mal. Chandler en pivot, Stoudemire en ailier fort, Carmelo, Fields, puis Mike Bibby. On parle aussi de Baron Davis qui va sûrement arriver, même s'il est blessé pour le moment. C'est fait. Ah, d'accord. Donc c'est la clé, ce sera l'entente entre Stoudemire et Carmelo. On n'a pas vu une grosse complémentarité l'an passé. Il faut aussi dire qu'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble. Ensuite, le banc, il y a rien sur le banc, donc il n'y a pas de gros joueurs capables de faire souffler Carmelo, capables de faire souffler Stoudemire. Après, peut-être la clé, c'est laisser, un peu comme Miami l'avait fait en début de saison l'an passé, laisser au moins Stoudemire ou Carmelo pour scorer sur le parquet. Mais après, ils feront les playoffs. Ça, il n'y a pas trop à discuter. Mais je les vois également se faire sortir au premier tour. Peut-être pas par un sweep, parce que leur plus gros défaut l'année dernière, c'était le poste de pivot. Ils l'ont comblé. Mais le blanc est vraiment trop maigre pour essayer d'accrocher plus une demi-finale ou une finale de conférence. Peut-être qu'il peut faire une surprise, mais j'y crois pas trop personnellement. Moi, je suis assez curieux de les voir jouer. Chandler a clairement été signé à prix d'or. On voit que les pivots hein, dans cette intersaison ont été signés vraiment avec à prix d'or. Quand on voit ne serait-ce que Kwame Brown signé par les Warriors à 7 millions d'euros la saison, là, on se dit que vraiment ça devient une denrée très rare. Et donc, on a sacrifié Billups pour Chandler, qui va leur faire vraiment du bien en défense parce qu'ils avaient un gros trou en défense. On l'a vu dans la série contre les Celtics. C'était vraiment une catastrophe. Là en défense, ça va leur faire du bien. En attaque, ils vont toujours se reposer sur le duo Stoudemire-Anthony. Comme vous, j'ai pas trouvé une énorme complémentarité avec plus de temps de jeu. Eh ben, ça va peut-être être mieux. Ensuite, la clé, à mon avis, elle va venir sur l'adaptation des autres joueurs. C'est-à-dire déjà Landry Fields. Est-ce qu'on va revoir le Fields du début de saison passée, capable de vraiment apporter, de faire de bonnes choses euh, avant que Carmelo Anthony arrive? Et depuis que Carmelo Anthony est là, Landry Fields n'est plus le Landry Fields du début de saison passée. Donc on attend un petit peu de voir comment va réagir ce joueur qui était un petit peu devenu le chouchou du Madison. Et voilà. Ensuite, il y a l'énigme à la main. On a perdu Billups, qui était quand même, comme vous l'avez dit, une valeur sûre pour un duo de vétérans. Bibi, on a vu ce que ça a donné l'année passée avec le Heat, était cloisonné dans un rôle exclusivement de shooter, quasiment plus de créateur. Par contre, Baron Davis va pouvoir apporter euh, ceci, à mon avis, de la création quand il sera remis sur pied. Donc c'est clairement une bonne signature et assez étonnant. Cela puisse paraître, personne ne s'est aligné pour pouvoir avoir Baron Davis, à part les Knicks. Il n'y a que les Knicks qui ont fait une proposition pour Davis. Donc voilà. Après le banc, bien sûr, risque d'être un petit peu court. Mais moi, cette année, je les vois clairement passer le premier tour des playoffs, arriver avec un spot de numéro 4, derrière Miami, Chicago et bien sûr Orlando, pas Orlando, et Boston. Et je les vois arriver en numéro 4. Voilà. Donc voilà pour ma part pour les Knicks. Alors, est-ce qu'on va parler maintenant de Dwight Howard? Oui, on va enchaîner avec Dwight Howard et Orlando. Le feuilleton Dwight Howard, clairement, on a eu droit au feuilleton Carmelo Anthony la saison passée. On a eu droit au feuilleton Chris Paul durant le lockout et l'intersaison. Et bien maintenant, on est parti pour avoir le feuilleton Dwight Howard. Voilà, alors messieurs, vos avis, où va-t-il atterrir? Va-t-il rester à Orlando? Et voilà. Donc on va peut-être démarrer par Casifo. Sur Dwight Howard, je ne sais pas quoi penser. Un jour, il dit qu'il veut partir. Le lendemain, un jour, on apprend qu'il ne communique plus avec le général manager. Le lendemain, on apprend qu'il veut rester. Je suis vraiment partagé. J'ai- J'aimerais le voir s'inscrire dans la durée à Orlando, mais apparemment, il ne le souhaite plus. Et je le vois bien rejoindre Los Angeles à court ou moyen terme. Très bien. Maintenant, Notorious, pareil, hein, sur l'affaire, le feuilleton Howard.
Pareil, je sais pas trop quoi penser. Même le joueur, je suis même pas sûr qu'il sait ce qu'il pense vraiment, ce qu'il veut vraiment. Un coup, il veut partir, un coup, il veut rester. Après, il y a pas longtemps, il a restreint ses choix à 4 teams. Orlando, Dallas, New Jersey et les Lakers. Après, moi, je pense qu'il pourrait rester à Orlando, mais le problème, c'est que le general manager et tout le staff, ils font pas ce qu'il faut, ils l'entourent pas assez pour lui donner envie de rester. Il l'a dit, au fond de lui, je pense qu'il aime vraiment cette ville et qu'il aimerait bien aller gagner un titre avec eux, mais ça se bouge pas assez autour. C'est pas avec des Arenas, des Torcoglou, des Glenn Davis que on fait rester une superstar. Donc, on avait parlé un moment de Monte Ellis et Josh Smith pour venir à Orlando pour épauler Dwight Howard, mais il y a rien qui se fait. Il y a aucun mouvement à l'horizon. Après, est-ce qu'il va partir avant la free agency de l'année prochaine? Ça, on verra. Je pense que ça va se décider sur un coup de tête un peu. Après, je le vois bien partir aux Nets, qui ont pas mal à proposer. Et surtout, il y a Deron Williams pour l'inciter à signer. Donc, les Nets seraient une bonne option pour lui. Mais l'avenir de Howard Orlando me semble assez compromis pour le moment. D'accord. Ostrak? En choix sur sa destination, c'est un peu compliqué. Tant il change d'avis un peu continuellement. Maintenant, partir, je crois qu'il partira parce que après le mini clash qu'il y a eu cet été, voilà, quand on dit qu'on veut partir, c'est pas pour rester une saison entière après. Et de plus, je crois pas que Orlando va se permettre de prendre le risque de ne pas le faire partir avant la deadline. Simplement parce que s'ils perdent Howard contre rien, ça fera une énorme perte et je crois pas qu'ils prendront le risque. Donc voilà, maintenant sur sa destination, il y a deux choix possibles. Pour moi, c'est New Jersey ou les Lakers. Parce que voilà, on a parlé de Dallas, mais je crois que Dallas, ça arrivera pas. Je sais pas pourquoi, mais voilà, Dallas pour moi, c'est pas une destination pour Dwight Howard. Donc voilà, maintenant ce sera à lui de faire son choix, ce sera à voir aussi ce que les équipes proposent. On sait bien que Orlando voulait Bynum plus Gasol du côté des Lakers. Est-ce que Los Angeles est prêt à faire ce sacrifice? Voilà, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à réfléchir. Est-ce que Williams peut attirer Dwight Howard? C'est à voir aussi. Donc voilà, je peux pas dire que je penche plus en faveur d'une équipe, mais pour moi ce sera soit New Jersey, soit les Lakers. Moi, je vais rejoindre Ostrak et je rajouterais même que ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu finalement tant de rumeurs que ça sur Dwight Howard. Quand vous avez le pivot le plus dominant de la ligue, il est étonnant que plus d'équipes finalement ne se manifestent pas pour pouvoir l'attraper dans ses filets. Donc j'ai été assez étonné de voir ça. Orlando demande beaucoup pour le moment pour Dwight Howard. Ils ont raison, clairement, ils ont raison d'essayer de faire monter les enchères, comme Denver avait fait monter les enchères pour Carmelo Anthony. Maintenant, c'est vrai que Bynum plus Gasol, ça paraît beaucoup pour les Lakers. Après, ça aurait été un vrai pari de les échanger pour justement tout casser, pour recommencer avec Howard. Howard Bryant. D'ailleurs, moi j'avais interprété un petit peu le départ de Lamar Odom contre une trade exception, autrement dit contre rien, justement, pour pouvoir faire venir Dwight Howard derrière. Finalement, ça s'est pas fait. J'ai été assez surpris de ça. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est un peu une girouette, hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Je veux partir, je veux pas partir. Il y a clairement quelque chose qui s'est cassé. Maintenant, lui, il veut pas non plus avoir le même parcours que Shaquille O'Neal. C'est pour ça que pour moi, les Nets sont favoris pour l'accueillir. Mais après, le problème, c'est qu'ils proposent pas tant que ça. Ils proposent certes Brook Lopez, mais là, on a vu que dans les rumeurs, ils ont essayé d'inclure une troisième équipe qui était Portland pour pouvoir faire plus de joueurs et faire ce trade. Et Deron Williams l'a bien compris. Il a pas signé sur le long terme avec New Jersey parce qu'il attend de voir le choix de Dwight Howard pour pouvoir re-signer ou non avec les Nets. Et là, clairement, Williams là-dessus est assez intelligent et attend vraiment de savoir ce que va faire Howard. Voilà.
Voilà mon avis. Alors maintenant, messieurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu, voilà, là, on a parlé un petit peu, j'ai envie de dire, des contenders, hein, vraiment des grosses équipes de la ligue. Maintenant, dans tout ce qui reste, à votre avis, quelle équipe va être l'équipe surprise de cette saison? L'année passée, on avait eu droit aux Grizzlies de Memphis, qui était clairement l'équipe surprise. Cette année, quelle va être l'équipe surprise? Messieurs, je vous écoute. Ostrak, c'est à toi. Alors pour moi, l'équipe surprise, ce sera une demi-surprise puisque ça vient de par le recrutement qui a été intelligent pendant cette intersaison et ce sera les Pacers d'Indiana. Puisqu'avec l'arrivée de David West, pour moi, ils équilibrent vraiment l'équipe, hein, puisque au niveau de la raquette, ça va donner Roy Hibbert et David West et ça peut devenir vraiment en duo très très intéressant qui va être associé à Danny Granger qui peut scorer, allez, on va dire 23-24 points par match, avec à la main Darren Collison qui ne demande qu'à confirmer tout son potentiel et toutes les bonnes choses qu'il a déjà montrées par le passé. Il sera suppléé par George Hill, donc, qui vient de San Antonio et qui est en backup, en très bon joueur pour sortir du banc. On peut ajouter Luan Musson qui est arrivé aussi, on a Hansburg. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment une équipe qui, en plus de posséder des bons joueurs, se trouve très très bien balancée, de par le fait que Granger va vraiment se montrer comme le leader, avec David West qui va se montrer derrière en second scoreur, et on va avoir une équipe qui va se mettre, qui va être en gros collectif, je pense. Et voilà, pour moi, en playoff, ils peuvent clairement créer la surprise. Maintenant, je vais pas dire qu'ils vont éliminer Miami, mais pour moi, ils vont finir à une 5e place cette saison au niveau de la conférence. Et en fonction de la quatrième équipe à l'Est, mais voilà, ils pourraient passer le premier tour cette année. Oui, pour moi, il pourrait clairement sortir les Knicks, hein, aussi sur une série, hein, c'est pas inenvisageable. Voilà, on va enchaîner avec Casifo, ton équipe surprise. Cette année, je pense comme Ostrak. Je pense que Indiana a les moyens de jouer un très grand rôle à l'Est. L'année dernière, il faut se rappeler qu'avant avant leur série de blessures, ils étaient à la lutte avec New York pour la 5e place. Les blessures leur ont fait mal. Et je pense comme Ostrak que cette année, les Pacers vont vraiment franchir un cap avec Milwaukee, parce que Milwaukee aussi me semble bien balancé, avec l'arrivée de Stephen Jackson, Andrew Bogut qui est en pleine forme. Je vois bien Indiana et Milwaukee franchir un palier, prendre les 5e et 6e places à l'Est. Et pourquoi pas passer un tour. D'accord, très bien. Notarius, Moi, surprise de cette saison. Je vais pas faire l'original par rapport à vous trois. C'est vrai que l'équipe d'Indiana, elle me plaît vraiment bien. Le recrutement était très intelligent. Et après le départ de Jermaine O'Neal, ils ont bien reconstruit en prenant leur temps, comme l'a fait Oklahoma, comme l'a fait Memphis. Ça va être très intéressant de les voir jouer, surtout si David West reste en bonne santé toute la saison. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas arrivé à attirer du maillot. Sinon, l'équipe aurait vraiment été encore plus intéressante. Mais ils ont des arguments. Il y a Tyler Hansbrough qui a fait un gros match contre les Bulls en pré-saison, qui pourrait apporter beaucoup en sortie de banc parce que je le vois pas prendre la place de West dans le 5. Après, il y a Danny Granger qui est le franchise player de l'équipe, Darren Collison qui a joué avec West à New Orleans. Ça va être très intéressant. Je les avais aussi donnés dans le top 5 de la conférence Est, parce que derrière, je vois pas qui, peut-être Atlanta peut prendre cette place. Mais les Pacers peuvent faire quelque chose et dépasser le premier tour par rapport à ce qu'ils ont fait l'an passé. D'accord, bah, messieurs, je vous rejoindrai là-dessus, mais je vais quand même citer deux équipes différentes des vôtres. La première, on n'en parle pas beaucoup, mais si la mayonnaise elle prend, bah, ça peut vraiment faire mal. C'est les Wolves de Minnesota. Une équipe a terminé avec le plus mauvais bilan de la saison régulière l'année passée, malgré le fait que la conférence Ouest soit très forte. Rubio a clairement pour moi plus un profil de joueur NBA qu'un joueur européen d'Euroleague, de par son jeu, sa vision du jeu, ses passes. On a recruté Derek Williams en numéro 2 de la draft, qui peut à mon avis vraiment apporter. Un peu le même profil, c'est dommage, que Michael Beasley. On a recruté Brad Miller aussi, hein, pour l'expérience au niveau poste 5. Bonzi Wells qui revient en NBA
l'homme au bandeau, qui était parti un petit peu s'exiler, Chine notamment. JJ Barea, pour moi, c'est clairement une faute de recrutement du côté de Minnesota. Mais quand vous ajoutez tout ça avec Kevin Love, Michael Beasley qui était déjà là, coaché sous la houlette de Rick Adelman, pourquoi pas, je vais peut-être pas dire les playoffs, mais bon, en tout cas, ils seront à la lutte pour la 8e place et à mon avis, ils n'auront pas le bonnet d'âne de la conférence Ouest. Je passe de l'autre côté à l'Est, bon, bien sûr, les Pacers, et dans une moindre mesure, les Wizards de Washington. Pareil, il va falloir que la mayonnaise prenne, mais bon, il y a un noyau de joueurs qui me semble intéressant, avec la deuxième saison de John Wall, bien sûr, Javal McGee, André Blatt dessous. On a fait revenir Nick Young, un peu le feu follet. On a aussi Jordan Crawford, l'attraction John Wall, Jordan Crawford avait bien marché en fin de saison passée pour les Wizards. On a drafté Jan Vesley, le Tchèque, qui peut vraiment, à mon avis, s'imposer dans cette équipe. On a durci avec Ronny Turiaf à l'intérieur. Peut-être de quoi accrocher une place de numéro 8 à l'Est, clairement. Voilà, alors moi, ça c'est peut-être mes deux équipes un petit peu surprises, tout simplement de la saison prochaine, hors Indiana Pacers, bien sûr, vous l'avez dit, messieurs, et je vous rejoins totalement là-dessus et sur le gros travail de Larry Bird. Voilà, quasiment pour conclure, j'aimerais rapidement vous demander un petit peu, tout simplement, votre coup de cœur ou votre coup de gueule qu'il y a eu depuis les finales NBA. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Je vous écoute, un coup de cœur, un coup de gueule. Notorious, je t'écoute. Le coup de gueule, on va dire le lockout. C'est pas très original, mais bon, c'est vrai que ça m'a bien fait enrager quand même, surtout quand je vois au final qu'il n'y a pas eu non plus de changement extraordinaire par rapport au dernier CBA. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter dessus. Tout a été dit sur le forum par exemple. Bon, c'est vrai que on n'a pas perdu toute la saison, mais c'est quand même dommage de pas que les joueurs aient pas pu bénéficier d'un vrai camp d'entraînement aussi long que d'habitude. Les petites rumeurs pendant l'été, c'est vrai que ça s'est bien rattrapé depuis la réouverture du marché, mais bon, le calendrier aussi, faire autant de matchs, moi je trouve tu comptes quoi, parce que des joueurs comme Garnett, Duncan, ils vont finir sur les rotules avec des back-to-back-to-back. Donc après, voilà, surtout le lockout, tout ce qui s'est passé après autour. Après, coup de cœur, on n'a pas, ça fait à peine 2-3 semaines que le marché a repris. On va dire que enfin des équipes qui étaient un peu dans l'ombre, comme les Clippers, Indiana, arrivent à signer des joueurs importants. Il y a 3-4 ans, on dit que Chris Paul signe aux Clippers, j'y crois pas une seconde. David West à Indiana non plus. Donc ça fait plaisir que les petits marchés, je sais pas si les Clippers peuvent vraiment dire petits marchés vu qu'ils sont à Los Angeles, mais ça fait plaisir que des équipes qui étaient dans l'ombre, ouais, voilà, vont pouvoir se mettre en avant, je pense, et j'espère par la suite que ça va encourager les autres équipes plus petites à être plus compétitives et à tenter d'attirer des gros joueurs. Ok, Ozrak, à toi. Alors, donc, je vais commencer par le coup de gueule et hors lockout, puisque voilà, je crois que c'est un gros coup de gueule pour tout le monde et pour des raisons qui sont assez évidentes. C'est le fait que la franchise des Hornets soit gérée par la NBA et tous les problèmes que ça a pu amener, notamment dans le transfert de Chris Paul vers les Lakers. Puisque, outre le fait que Chris Paul ne soit pas arrivé aux Lakers, ça a provoqué le départ de Lamar Odom. Donc voilà, au final, les Lakers ont perdu énormément dans cette histoire, vu que d'autant plus les deux clubs avaient trouvé un accord de principe. Et je crois pas que le Hornets était vraiment perdant dans ce transfert. Bon, maintenant, voilà, David Stern a choisi de ne pas accepter le trade. Et voilà, le fait de gérer une franchise comme ça, c'était un peu
en compte à rebours qui allait finir par exploser, hein, ça c'était sûr et certain. Et voilà, d'ailleurs, quand il a refusé le trade aux Lakers, on s'est un peu demandé comment est-ce qu'on va faire pour les autres équipes. Alors, est-ce qu'il a le droit de mettre en veto aussi ou pas? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un gros problème que la NBA doit régler au plus vite. Parce qu'on a eu une situation dans le genre et la NBA, je crois, a perdu beaucoup de crédibilité dans cette affaire. Elle n'en avait pas besoin après ce lockout. Donc voilà, gros coup de gueule pour ça. Au niveau du coup de cœur, c'est aussi un petit peu le lockout et tout ce qu'il a pu amener sur le côté. On peut notamment parler des joueurs qui sont arrivés en Europe, même si on n'a pas pu en profiter énormément et que ça risque aussi de fausser un peu les différentes compétitions. Je crois que c'était pas mal d'avoir des joueurs de standing sur le sol européen et de pouvoir les voir évoluer de plus proche qu'aux États-Unis. Et également, par exemple, le fait que la NCAA ait gagné à être connue par certains membres du forum, j'imagine que ça a été un peu partout pareil. Et voilà, personnellement, je suis la NCAA depuis que le lockout s'est mis en place en NBA. Et donc voilà, c'est un petit coup de cœur que le lockout, comme quoi, n'a pas été que négatif pour ma part. D'accord. Très bien. Casifo, à toi? Je partage l'avis de Ostrak concernant l'influence de la NBA dans l'échec du trade concernant Chris Paul et les Lakers. Selon moi, on ne peut pas être jugé parti. Il faut que la NBA choisisse. Tout à D'autre fait. part, j'aimerais mettre en avant mon coup de cœur, mais là, c'est totalement personnel et totalement, j'assume complètement. L'Euro de basket m'a vraiment plu. Encore, ce n'est pas la NBA, mais l'Euro de basket m'a vraiment plu, m'a donné énormément d'émotions, de joie, Oui. de fierté aussi, parce qu'il faut être un peu fier de temps en temps. Cocorico. Vraiment, c'est l'Euro de basket que je retiendrai comme étant le numéro 1 de l'année 2011 de basket, quoi. L'Euro de basket a été fabuleux, l'équipe de France a tout donné, Tony Parker s'est sublimé, les autres joueurs ont suivi comme il faut, Florent Pietrus a confirmé sa fidélité, son impact, Boris Dio a été le capitaine, comment dire, le capitaine en sens noble, le capitaine Papa Poule, Cajol, qui réconforte. Franchement, l'Euro 2011 a été mon coup de cœur de l'année 2011, clairement. Très bien. Très bien, Casifo. Et ben, pour moi, alors mon coup de cœur, c'est plus un hommage. Ça sera un hommage à Brandon Roy. Parce que c'est un joueur que j'ai toujours admiré, parce qu'il avait pas de grosses qualités physiques, mais il arrivait à dominer sur ses techniques. Et savoir que si jeune, sa carrière est brisée à cause de genoux en compote, ça a été, à mon avis, être très dur pour lui, très dur pour la franchise, très dur pour les fans. Et Portland avait vraiment misé sur lui. Ils avaient eu raison de miser sur lui parce que c'était un joueur vraiment avec un énorme talent. Et je dois dire que le jour où j'ai su vraiment qu'il prenait sa retraite, ça m'a fait un petit quelque chose. Alors c'est peut-être mon petit côté fleur bleue, mais là, voilà, Brandon Roy, clairement le coup de cœur, voilà. Le coup de gueule, je vais rejoindre Casifo et Ostrak. Casifo, tu l'as dit, on peut pas être juge et parti. Le trade qui avait été mis en place était clairement à l'avantage des Hornets, qui récupéraient Scola, Kevin Martin, Lamar Odom. Ils auraient vraiment pu repartir avec une excellente base, hein. Voilà, ça aurait amené donc Gasol aux Rockets et Chris Paul aux Lakers. Tout le monde était gagnant dans ce trade. Et alors, mon coup de gueule en particulier, il va à Dan Gilbert, le propriétaire des Cavs, qui, de manière totalement ridicule, envoie une missive, une petite lettre à David Stern en lui disant non, surtout pas de Chris Paul à Los Angeles, suite à ce qu'on vient de vivre au lockout, ça serait une aberration. Oui, mais en contrepartie, les Lakers lâchaient quand même des gros joueurs, les Rockets lâchaient des gros joueurs, et finalement tout le monde y trouvait son compte. Et ça a clairement faussé toute l'intersaison, et notamment on se retrouve avec deux dindons de la farce, que sont les Lakers et les Rockets. Parce qu'il faut voir qu'ensuite, l'intersaison des Rockets, pour le moment, est calamiteuse. Ils ont réussi à signer personne alors qu'ils avaient beaucoup de cap space. Ils n'ont pas eu les Pogazol dans l'échange. Finalement, ils restent avec quasiment le même effectif. Ils en sont même contraints de faire revenir Hashim Thabit, c'est pour dire. Là, on se retrouve vraiment, ils se retrouvent vraiment avec le bec dans l'eau. Donc, ouais, voilà, ça c'est vraiment mon gros coup de gueule. Et alors, Dan Gilbert en particulier, là je pense que
Ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, messieurs, je crois qu'on a été assez complet. Si vous avez quelque chose à rajouter, on vous écoute hein, pour conclure cette émission. Voilà, je sais pas, quelque chose qui nous aura échappé peut-être. Non, je crois qu'on a fait le tour hein, au bout d'une heure. Je crois que pour ma part, j'ai fait le tour de tous les événements NBA. Donc voilà, maintenant si Casifo, Notorious ont quelque chose à dire. Non, moi, c'est bon, tout a été dit, je pense, dans la mission. Si c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un de vous trois qui l'a dit. Donc, pour ma part, je pense que l'émission est assez complète. Ok, très bien, Casifo. Pareillement, je pense que tout a été dit, on a fait le tour, tout a été dit. Voilà, et écoutez, on espère que vous prendrez du plaisir rétrospectivement à nous écouter. On va vous laisser sur ces bonnes paroles et on vous donne un prochain rendez-vous sur le site Basket Evolution pour une prochaine émission des bénévoles. Voilà. Peut-être juste avant de terminer, quasi faut me remarquer que est-ce qu'on ferait pas les pronos peut-être. Alors on va les faire rapidement. Juste le prono de votre finale NBA et votre champion. Messieurs, on vous écoute. Quasi faux. Alors, finale NBA, Miami, Los Angeles et vainqueur Miami. D'accord, très bien. Notorious. Pour ma part, comme j'ai dit sur le forum, Chicago, Oklahoma, vainqueur Chicago. D'accord, Ostrak. Et pour ma part, je rejoins Casifo avec une finale Miami-Los Angeles et vainqueur Miami. Voilà, moi je terminerai en donnant la même finale que la saison passée, un Dallas-Miami pour la revanche avec victoire de Miami au bout. Voilà messieurs, écoutez, on va se quitter là-dessus. On vous dit au revoir et à la prochaine. Ciao ciao. Au revoir tout le monde. À bientôt. Ciao.